Un médiéviste est bien armé pour comprendre l'Internet. Bonsoir Patrick Boucheron. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je me le demande encore. Et ce que je sais, c'est qu'on a un étrange sentiment de familiarité lorsqu'on est historien des périodes anciennes avec le monde qui vient. Et cet étrange sentiment de familiarité, cette familiarité fausse, au fond, cette fausse évidence, c'est celle-là qu'il m'intéresse, au fond, d'interroger. D'où vient-elle ? Eh bien, on pourrait dire simplement que l'historien, disons, des sociétés anciennes est habitué, en particulier pour le Moyen-Âge, à avoir affaire à des textes disséminés, à des auteurs évanescents, à des cultures écrites qui sont davantage des cultures du florilège, du santon, de l'énoncé qui flotte entre différents manuscrits et qui ne sont pas encore, je dirais, canonisés par le texte, par la fonction auteur, par tout ce qui va se stabiliser au fond avec l'imprimerie et qui est en train de se déstabiliser aujourd'hui. Cette idée simple qui consiste à assigner un énoncé à un nom propre et à faire que cet énoncé ne vaut que s'il est d'une certaine manière signé par ce nom propre qu'on va appeler un auteur. C'est le texte de Michel Foucault, c'est la fonction auteur, c'est une parenthèse qui s'est ouverte dans l'histoire des cultures écrites, plutôt à l'époque moderne. Alors après, on peut discuter pour savoir si c'est plutôt au XVIe, plutôt au XVIIe siècle, et qui peut-être est en train de se refermer aujourd'hui. Voilà. Donc, un rapport fluctuant à l'auteur et à l'autorité peut nous permettre d'être une ressource d'intelligibilité pour aujourd'hui. Parfois, il me semble que ces rapprochements peuvent fonctionner dans la matérialité même du texte. Un texte, par exemple, illustré, ressemblant beaucoup plus à une page web qu'un livre de poche. Alors voilà, on voit beaucoup de ces jeux de concordance des temps. On dit, tiens, sur vos écrans, regardez comment votre curseur peut ressembler à ce petit index pointé que les scribes faisaient coulisser dans la marge des manuscrits. Vous voyez comment ce rapport texte-image est si caractéristique de la culture des enlumineurs. Bon, ce sont des concordances des temps. Allez, j'allais dire, c'est marrant. C'est pas au-delà de ça. Je sais pas. Précis de dire que tout ça n'est pas si disruptif que cela, qu'au fond, on a déjà connu ces états-là. Alors, on les a déjà connus. Ça, c'est assuré. C'est-à-dire que on peut, effectivement, penser un après le livre parce qu'on a vécu avant le livre. Ça, c'est sûr. Et c'est énorme, déjà. Et c'est déjà très important. Et c'est déjà très important parce que, encore une fois, tout ce dont on s'inquiète, c'est-à-dire, voilà, cette culture du florilège, par exemple. Les citations, un peu incontrôlables, il faut bien le dire, qui, de site internet en site internet se répercutent alors que la source devient lointaine. Mais comment saint Thomas d'Aquin faisait-il pour avoir une bibliothèque dans la tête ? Il avait lui aussi sous les yeux ce qu'on appelle effectivement une culture d'extrait, de florilège, de santon. Et cette lecture numérique, comment la qualifier ? Dans l'histoire de la lecture, par exemple, que Roger Chartier a, quelques années déjà dirigé, il exprimait ce moment, qui est alors là le moment scolastique, c'est-à-dire autour du XIIe, XIIIe siècle, au moment où on invente plein de choses, la table des matières, l'index, c'est-à-dire tout ce qui permet, au fond, d'avoir une lecture directe, active, participative, et il décrit une mutation de lecture dont les intellectuels, les universitaires, en fait, du XIIIe siècle sont les principaux acteurs, où on passerait d'une lecture solennelle et liturgique des moines qui lisent intensément très peu de textes, à une lecture rapide, sélective, partielle des intellectuels, des universitaires qui lisent peu de beaucoup de livres. Et concrètement, ça veut dire qu'ils ont des bureaux. Alors là, ça y est, vous allez retrouver votre vocabulaire informatique. Ils ont des bureaux. Ils ouvrent en même temps différents textes. Et c'est la fameuse roue à livres. Et donc, il y a des techniques, des procédures intellectuelles très concrètes. Comment on range un bureau, comment on se débrouille avec un index, comment on rubrique un manuscrit, le rouge, l'initiale. Bon, tout cela, ça crée un rapport qui est un rapport à la fois libre, créatif au texte. Et ça, par exemple, c'est du XIIIe siècle. Donc oui, discuter de ce problème-là, c'est réfléchir à notre modernité. Il y a par exemple un grand intellectuel, c'est Ivan Illich, qui était à la fois, je dirais,
un penseur presque prophétique de la surmodernité, et un spécialiste des manuscrits médiévaux. Ouais, et ça n'est pas complètement un hasard. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Ouais. Et vous voyez bien, ça sert à ça de se référer à ça. Ça a un intérêt tout bête, qui est celui justement de s'opposer à l'idée qu'aujourd'hui ce qui se passe, d'aller lire des textes ailleurs, lire plusieurs textes en même temps et collecter, ne nous rendra pas forcément plus bête. Ça sert à ça, cette espèce de retour en arrière, non? Ah, tout à fait. Et est-ce qu'on peut lire ou entendre, ou je sais pas, avoir écho d'inquiétude à cette époque-là, sur ce passage-là, et on a l'impression que quelque chose se perd. Ce moment, par exemple, du XIIIe siècle, où on va passer au Codex, est-ce qu'il y a le sentiment que quelque chose se terminait, par exemple? Oui, dans le cas précis que vous évoquez, assurément, c'était plutôt une idée au XIIIe siècle d'un progrès qui pouvait rehausser, au fond, et les conditions et le savoir. Une idée neuve en Europe, le progrès. Et l'idée que, justement, vous savez, c'est la fameuse métaphore médiévale des nains juchés sur les épaules des géants, qui effectivement, prenant appui sur la tradition, vont voir plus loin que les héros de l'Antiquité. C'est un désir de savoir. Et le désir de savoir du XIIe et du XIIIe siècle, c'est une passion puissante et qui trouve aussi ses critiques. Et des critiques nostalgiques, des critiques qui chouinent sur la perte. Ah ouais. Le sentiment, effectivement, de fuite en avant dans ce qui est considéré comme un progrès, et là, pour le coup, le XIIIe siècle, bien avant l'imprimerie, de ces 2 siècles avant, a connu ce moment-là. Il se ternit toujours d'un sentiment de la perte. Ah ouais. Merci beaucoup Patrick Boucheron, Xavier Delaporte. Mais en tout cas, dans la pratique de mon métier, tout a changé. Nous vivons un moment qui, aussi sur le plan de la vie intellectuelle, est un moment très désarmant, où on est désorienté, mais passionnant, et où il y a plein de réserves, d'inventivité. Par exemple, dans la création, disons, on va dire, d'intellectuels collectifs. Sans plus savoir qui écrit quoi, ouais. Voilà. En tout cas, on est dans un moment où il y aurait des formes, je dirais, libertaires, possible de la culture numérique, mais pour l'instant, la culture numérique, aujourd'hui, objectivement, on peut pas dire que ça crée une innovation folle. La technique est là, mais en même temps, quelles sont les procédures intellectuelles adéquates à ces nouvelles possibilités? Non, on utilise ce neuf pour faire de l'ancien. Donc la technique est là, mais pour l'instant, elle est très largement sous-employée. Tiens, parlons de l'imprimerie. Voilà, entre le moment où il y a une innovation, Gutenberg, milieu du XVe siècle, et le moment où elle produit ses effets sociaux et intellectuels, il se passe très longtemps, plus de générations. C'est-à-dire que la révolution de l'imprimé, on peut estimer que c'est les débuts du XVIe siècle, les années 1510, 1520. Avant, l'imprimerie, innovation majeure, ne sert qu'à renforcer les habitudes intellectuelles déjà acquises. Et les premiers textes que l'on imprime sont absolument pas des textes novateurs. C'est la Bible de Gutenberg, et puis ensuite, pour des raisons économiques, parce que ça coûte tellement cher, c'est un tel investissement qu'on prend du blockbuster. On prend du best-seller. C'est quoi? Les grands textes d'abord de la tradition religieuse, et puis ensuite après c'est les grands textes antiques, mais seulement après. Et le fait que l'imprimerie accélère le rapport vraiment dans des proportions sensibles socialement, le rapport à la culture écrite, c'est dans le premier tiers du XVIe siècle. Oui, mais quelqu'un vous dirait, voilà, vous, ça agit, contrairement à l'imprimerie, ça agit pendant le cours de votre vie, ça n'a pas pris de génération. Ou alors est-ce que vous pensez que c'est une illusion de penser que ça agit pendant notre vie? C'est là, déjà produit, mais enfin, c'est contrecarré aussi par un environnement social. Donc c'est là, déjà produit, mais enfin, pour l'instant, c'est pas très lisible. Parce que peut-être qu'à l'institution, il faut encore plus de 2 générations pour reprendre acte